Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Moselle Sport. Nous allons revenir dans cette émission sur l'actualité brûlante du rugby club Metz-Moselle. Est-ce la fin de la présidence de Sébastien Lehneisser? Morgan Parra prendra-t-il la tête du club? Quel projet pour la saison prochaine? Réponse dans quelques instants et pour en discuter autour de la table, j'accueille Sébastien Lehneisser, le président du RC2M. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Baptiste. Merci d'avoir accepté notre présentation et à mes côtés, comme chaque semaine, Mathieu Inquinet. Salut Mathieu, ça va? Salut Baptiste, toujours un plaisir. Allez, avant de découvrir et de parler de cette actualité du rugby, découvrons les autres thèmes du soir dans le sommaire. Les canonniers sont en ballottage défavorable après leur défaite face à hier Toulon. Ils devront sortir un match de mutant ce vendredi dans le Var pour espérer rester dans la course à la montée en National 1. Zoom ensuite sur Sébastien Blatt, spécialisé dans l'effort extrême. Ce week-end, le sportif mosellan va tenter de relever un challenge pas comme les autres, longer de bout en bout et d'une seule traite le cours d'eau de la Moselle. Nous l'avons suivi lors de sa préparation. Et puis notre invité cette semaine, Pascal Schuller, le président de l'US Forbach Athlétisme. Nous évoquerons la 30e édition du meeting international de Forbach qui revient après 2 ans d'absence. Voilà pour le programme, tout de suite, place au sport. Avant de développer toutes ces actualités, faisons un point sur les autres résultats du week-end en Moselle. C'est l'heure du récap sport. Salut, comment ça va? Eh ben moi je me remets pas de la prolongation de Mbappé au PSG, dis donc. Et ce qui est drôle, je sais pas si c'est drôle pour vous aussi. Allez. Football maintenant et nouvelle déconvenue. Saint-Avold est relégué en Régional 2 après sa défaite 3-2 sur la pelouse de Sarrebourg. Dans le même temps, Sarreguemines s'imposait contre Weiersheim 2-0. Mathématiquement, les Naboriens ne peuvent plus atteindre la 9e place du classement. Ils sont 10e avec 21 points pour la dernière journée du championnat de R1. Saint-Avold reçoit Nousviller, déjà condamné à la descente. En basket, les Metz Canonniers se sont inclinés 89-83 face à hier Toulon-Var lors du match aller d'accession à la Nationale 1. Les Messins ont pourtant mené de 21 points dans cette partie. Ils sont condamnés à gagner par 2 fois dans le Var pour valider leur montée en National 1. Le petit ballon maintenant. Metz Handball a fait un sans faute en championnat, 26 matchs pour autant de victoires en saison régulière. Et ça, on aime. Lors de la dernière journée, les Dragons ont battu Paris 92 sans trembler, 25-20. Place maintenant à la double confrontation face à Brest pour aller chercher le titre de championne de France avant de se lancer à la conquête de l'Europe lors du Final Four. Et on termine sur Recap Sport avec ses infos transferts. Kendall White, la libéraux du TFOC, va rester une saison de plus. Une bonne nouvelle pour les Bleus qui souhaitent construire leur effectif autour de l'américaine. Dans le sens inverse, Paulina Pitou, la réceptionneuse attaquante, rejoint le club luxembourgeois de RSR Valfer. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, voilà pour le Recap Sport. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, aimez-vous les uns les autres, faites-vous la bise, tout ça, mais en respectant les gestes barrières toujours. Sébastien, tu es un fervent supporter, on peut le dire, des Canonniers. Comment est-ce que tu as vécu ce match ce week-end? Comme d'habitude, de manière très intensive, avec une première mi-temps qui a été vraiment dominée fortement par les canonniers, et à la fin, une grosse déception où on a vu au fil de la deuxième mi-temps nous échapper la victoire, et une grosse déception à la fin. Pourtant, vous avez donné de l'avoir pour soutenir Pourtant, on a donné les de l'avoir, basketteurs. mais bon, ça n'a pas suffi visiblement. Mathieu, est-ce qu'on peut croire à une victoire dans le Var et peut-être aller chercher le match 3, le match décisif pour la montée en National 1? C'est simple, avant ce match, j'avais du mal à penser que les Canonniers allaient réussir à s'imposer vraiment. On peut le dire, l'équipe du Var était sur le papier supérieure avec un effectif conséquent, un budget nettement au-dessus également et qui a fait une saison incroyable. Et je me disais, bon, ils vont mener une grosse bataille à la maison, ça va être un vrai bras de fer, mais ça va être compliqué d'aller au bout. Là, après ce match où les Canonniers ont réussi à mener de 21 points, même s'ils se sont effondrés derrière, je me dis que tout est possible parce que les Canonniers, ils ont les clés. Ils ont des joueurs qui sont assez incroyables. On a vu Loïc Akono prendre totalement feu pendant le match. On a des joueurs qui ont sorti les dents en défense. Donc finalement, ils perdent, mais ils se sont fait renverser. C'est une histoire aussi de dynamique dans le jeu. Et j'ai tendance à croire qu'ils vont se déplacer maintenant avec une rage de vaincre supplémentaire et que tout est encore possible. Donc tout est possible et les matchs se joueront vendredi et dimanche. Évoquons maintenant l'actualité brûlante autour du club de rugby de Metz.
Sébastien, je le rappelle, tu es président du rugby club Metz-Moselle. Depuis quelques semaines, il y a des rumeurs autour de ce club, savoir si tu quittes ou non les fonctions. Il y a des annonces comme quoi Morgan Parra arriverait à la tête du club. Première question très simple, est-ce que tu quittes le club à la fin de la saison? Oui. Et pourquoi est-ce que tu as décidé de mettre fin à ton mandat? Alors j'ai pris la succession de la suite du Bart au cours de son mandat d'ailleurs. J'ai été réélu ensuite sur un projet qui était décliné en 5 points, dont l'objectif était d'installer le rugby club de Metz au plus haut niveau amateur. Et pour cela, il fallait faire un certain nombre d'efforts, de sacrifices, de contraintes, modifier un certain nombre de fonctionnements, d'habitudes. Et force est de constater au bout de 2 ans que peu de personnes adhèrent à cette envie de changer, à cet avis de changer les habitudes. On allait chercher un directeur sportif qui est un professionnel, qui a mis un certain nombre de contraintes, notamment avec des entraînements supplémentaires, 3 entraînements par semaine. Il est assez surprenant de voir que le samedi matin, il recevait des SMS pour savoir si certains joueurs pouvaient jouer en première alors qu'ils ne s'étaient pas entraînés. Voilà, ça, c'est un exemple qui est tout simple. Et puis sur un certain nombre de contraintes liées au fonctionnement structurel du club, où voilà, globalement, un certain nombre de personnes n'ont pas envie que ça change. Donc je suis certainement pas la bonne personne finalement. Donc je laisse. Du coup, j'ai décidé d'arrêter de sacrifier ma vie de famille et ma Donc vie. tu te privée. sentais plus capable de gérer ce club et de pouvoir changer selon ton projet que tu Ouais, avais c'est ça. annoncé au départ. C'est Ouais, ça c'est qui ça. t'a... Puisque le projet était un projet collectif au départ, avec un certain nombre de personnes mobilisées autour, et un certain nombre de personnes n'ont pas souhaité tirer dans le même sens. Et rapidement, tu te retrouves un petit peu tout seul à tout gérer, à aller chercher des partenaires, mais aussi à s'occuper des comptes, à faire un peu trop de choses. Donc voilà. Donc au bout d'un moment, quand on y passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et qu'on y sacrifie beaucoup de choses, et que par derrière ça se passe pas très bien, bon, au bout d'un moment, il faut prendre ses responsabilités. Donc moi, je prends les miennes. Il n'y a pas de souci. Parce que je considère que l'objectif pour lequel je suis venu n'est pas atteignable. Mathieu, il y a aussi le conseil d'administration qui va quitter ses fonctions aussi à la fin, au mois de juillet. Oui, c'est un ensemble finalement. Généralement, dans un club sportif, quand le président part, et il part rarement tout seul, il y a souvent une équipe qui l'entoure et qui est généralement en accord avec. Après, ce qu'on remarque aussi, on annonce justement ce directeur sportif qui est venu avec des ambitions. On annonce aussi sur le départ, c'est Ludovic Mercier qui quitte aussi ses fonctions, si j'ai bien compris. C'est ça, oui. Donc, qu'est-ce qui a motivé aussi son départ? Ce sont les mêmes choses? Il part aussi dans le même wagon ou les mêmes choses que moi. On a beaucoup discuté avec Ludovic depuis le mois de décembre. Pour tout vous dire, on a cherché depuis décembre à remobiliser, à retrouver un président qui représente quelque chose sur la ville ou sur la Moselle. Parce que moi, je suis assez récent. Je suis arrivé en 2019 à Metz. J'ai pas de fortune personnelle. Ni à titre personnel, Il fallait ni dans mon redonner un entreprise. nouveau souffle, c'est ça qu'on cherchait. On recherchait un nouveau souffle avec des finances, avec un projet. On a essayé de mobiliser avec Ludovic. On a eu un certain nombre de contacts avec pas mal de monde, dont je tairai les noms parce que ça n'a aucun intérêt. Et on a fait le constat, arrivé fin mars, que voilà, on n'y arriverait pas. Donc moi j'ai dit à Ludovic qu'il fallait qu'il pense à sa carrière professionnelle, puisque contrairement à moi, il vit du rugby. C'est son travail, il le fait très bien et il ne méritait pas d'être traité de la manière dont il a été traité ici. Si on parle de cette actualité autour du rugby, c'est qu'aujourd'hui un communiqué a été diffusé à la presse par Hubert Bart, votre prédécesseur à la tête du club. Et ben on va l'écouter tout de suite pour comprendre ses motivations, pour prendre peut-être la présidence et votre succession à la tête du club du rugby Metz-Moselle. À partir de là, j'ai quand même songé à dans quelle mesure comment je peux aider ce club pour ne pas le laisser dans une situation qui est quand même, d'après ce que j'entends, au niveau, dans beaucoup de niveaux, que ce soit sportif, mais également au niveau de l'organisation interne qui avait quelques problèmes. Et donc j'ai imaginé une solution, c'est d'amener Morgan Parra à venir rejoindre le club. Et donc en fait, c'est ça que j'ai réussi à faire dans la mesure où Morgan m'a donné son accord pour que nous présentions une candidature, sous réserve naturellement d'élections et d'examen de comptes que nous attendons encore, et que nous ferions
une coprésidence. Hein, donc ça serait une présidence Morgan Parra, Hubert Barth. Voilà. Donc Sébastien, on comprend que avec Morgan Parra, Hubert Barth se place comme successeur, comme co-président du futur club, en attendant d'avoir les réunions de comité de directeurs. Quelle est ta réaction à ces propos d'Hubert Barth? C'est une très bonne nouvelle que Morgan Parra s'investisse avant. C'est juste un peu dommage que ça n'a pas été fait avant, parce que Hubert a déjà été président. Donc ça aurait pu être fait bien en amont. Sur les aspects financiers, sur la réunion dont tu parles, qui va avoir réunion lieu comité extraordinaire le 4 juin. le 4 juin, oui. Je trouve juste un petit peu dommage qu'il n'y ait pas eu une prise de contact directement avec nous avant, justement pour pouvoir échanger directement sur les finances, sur Hubert qu'est-ce qui a Barth nous manqué. dit qu'il y a eu des échanges en amont, qu'il vous a envoyé des mails. Voilà, donc c'est son son de cloche. Et vous répondez qu'il n'y a pas eu d'échange autour de cette volonté de coopérer ensemble pour une nouvelle présidence. Tout à fait. Le 28 avril, il y a un communiqué qui a été envoyé par le secrétaire général du club pour informer, suite au comité directeur du 23 avril, de notre démission et de la réalisation d'élections début juillet, d'une assemblée générale élective. Et dans ce communiqué, on précisait qu'on se tenait à la disposition de l'équipe qui voulait reprendre pour travailler dès maintenant sur l'avenir du club. Parce que nous, on a pris l'engagement avec le comité directeur d'aller au bout de notre mandat, de notre saison, pour gérer le courant, et tout en précisant dans le communiqué qui a été envoyé à tous les adhérents du club qu'on se tenait à la disposition de celui qui voulait reprendre. repreneurs pour les accompagner. Et d'ailleurs, j'ai eu un échange avec deux joueurs seniors qui ont réfléchi à reprendre. J'ai eu un échange téléphonique assez long, d'1 heure et demie, sur le pourquoi du comment, sur les finances, sur l'état des sponsors. Voilà. Mais ils ont considéré que c'était un peu tôt pour eux, dans leur compte tenu de leur projet professionnel, de se positionner. Donc j'ai jamais rien caché. Donc, par contre, j'ai appelé le 5 mai, j'ai appelé Hubert Barth pour lui dire il paraît que j'entends que tu te repositionnerais. Il m'a informé que ce n'était pas le cas. Donc c'est dommage, puisqu'il l'annonce le 21 mai, on a perdu quasiment un mois. Et quel bilan est-ce que vous faites de votre présidence et comment s'annonce la future saison? Alors ma présidence, elle a commencé par la fermeture du club, parce que j'ai pris la présidence en mars 2020, donc période Covid, donc on a fermé le club. C'était une présidence qui a été compliquée par rapport à cette période que tout le monde a connue, avec toutes les contraintes que ça a pu peser sur bon nombre de clubs sportifs, quelle que soit la discipline, mais aussi sur l'animation du réseau partenaire. Donc, ce qui a fait qu'un certain nombre de partenaires se sont recentrés sur leur activité. Des partenaires dans un club de sport, ils viennent aussi pour la convivialité, pour des événements. Ça a été très compliqué, comme vous le savez, d'organiser des événements. Donc il y a eu des aspects financiers qui ont été difficiles à gérer. Et puis on a mis un staff sportif en phase d'ambition sportive intéressante, importante pour les seniors. Malheureusement, l'effectif de joueurs n'a pas été forcément au rendez-vous, avec, au bout d'1 an et demi d'arrêt, des joueurs majeurs qui ont arrêté parce que trop âgés. Et puis à la reprise, on a eu pas mal de casses liées à une absence de préparation adaptée. Mais concrètement, est-ce qu'on est fier ou pas de son passage à la tête du club? Alors moi, je suis fier d'avoir rencontré, heureux plutôt, je vais dire, d'avoir rencontré un certain nombre de personnes, dont Ludovic Mercier, avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler. Maintenant, le résultat, non, moi j'ai pas l'habitude d'avoir des échecs dans ma vie, et ça, c'est un échec. C'est un échec parce que j'ai pas réussi à atteindre l'objectif qui a été fixé, et pour ça, j'ai sacrifié un certain nombre de choses, de temps personnel et familial, et ce temps-là, je le rattraperai pas. Donc, dire que je suis fier, non, pas tout à fait. Non. Et Mathieu, comment s'annonce la saison prochaine? On comprend qu'il y aura des repreneurs et que le club pourra vivre la saison prochaine. Oui, le club ne devrait pas périr de ce changement de présidence, bien heureusement, parce qu'un club, c'est quand même beaucoup de personnes, c'est beaucoup de gens qui s'investissent, ce sont beaucoup de licenciés également. Il n'y a pas seulement l'équipe première, il y a aussi tout ce qui gravite autour. Je crois d'ailleurs qu'il y a un tournoi ce week-end avec des jeunes. Donc non, le club continue à vivre. Après, là où on peut avoir des inquiétudes, effectivement, c'est sur la poursuite au niveau de l'équipe première et des ambitions, parce que en Fédéral 2, c'est compliqué. Cette saison, ça s'est
fait sans équipe réserve. Donc il va falloir rapidement que le club se remette en marche pour pouvoir atteindre ses objectifs et réussir à rester à ce niveau-là. Sébastien Lehneisser, merci d'être venu sur le plateau de Moselle Sport pour vous expliquer la situation du club. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de ces tractations et sur la peut-être future présidence du club. Et Mathieu, on va enchaîner avec le deuxième thème du soir et parler du défi fou de Sébastien Blatt. Cette semaine dans Moselle Sport, nous avons décidé de faire un focus sur Sébastien Blatt. Ce sportif mosellan est spécialisé dans l'effort extrême. Ce week-end, ce père de famille va tenter de relever un challenge pas comme les autres, longer de bout en bout d'une seule traite la Moselle. Nous l'avons suivi lors de sa préparation. On regarde ça tout de suite. J'ai toujours aimé repousser mes limites. J'ai réalisé mon propre ultra-trail en partant de chez moi qui cumule 120 km et 4000 de dénivelé. Je m'appelle Sébastien Blatt et mon prochain défi est de longer toute la Moselle en vélo. Spotzel, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 140, ici Richard Delhomme. J'écoute très souvent des podcasts justement pour acquérir des futures compétences que je vais mettre en application. Parce que l'écouter c'est bien, mais juste l'écouter, si vous ne mettez pas en application, ça ne vous apportera pas 100% du bénéfice. C'est sa routine à lui, s'éduquer des expériences des autres avant d'aller s'entraîner. On va partir sur un entraînement normal, ça va durer 2-3 heures. Ce matin, direction Ucange, aux abords du parc Haut-Fourneau U4, lieu symbolique pour ce sidérurgiste. Entre sa vie de famille et son travail, Sébastien enfourche son vélo 2 à 3 fois par semaine. C'est une petite sortie, donc il n'y a pas énormément de bagagerie, même si j'en laisse quelques-unes pour vraiment être dans la condition de ma course que je vais réaliser. Après une bonne dizaine de minutes de préparation, l'entraînement commence enfin pour Sébastien. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror and here's no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. On va se retrouver à des problèmes de lassitude, des problèmes physiques, des problèmes de fatigue. Et du coup, il faut vraiment apprendre à connaître son corps dans tous ses retranchements pour pouvoir pallier à tous ces problèmes. Faire face à l'imprévu et gérer parfaitement l'effort, Sébastien en a l'habitude. En avril, il a participé à Paris-Roubaix. Ouais, vive les pavés, hein. Course mythique de par sa difficulté. Depuis 5 mois maintenant, il répète ses gammes sans relâche. C'est qu'un moment douloureux, ça va passer. Ça c'est le pire, hein. Quand tu n'es plus sur le vélo, en hiver c'est un peu de la musculation. Après c'est du travail de fond, du travail d'intensité. C'est aussi une base alimentaire quand même stable. Il ne faut pas faire n'importe quoi. De toute façon si on fait n'importe quoi, on le ressent tout de suite dans l'entraînement, hein. On ne se sent pas bien du tout au bout de quelques heures. Avant de pédaler des heures durant, Sébastien a dû travailler sa posture. Nous le retrouvons là où tout a commencé. On avait réglé la selle, les cales. J'ai peut-être un souci par rapport au métatarse gauche. Le moindre défaut de position sur le vélo, sur de l'ultra-endurance, ça peut tout de suite se payer très cher, avec des grosses douleurs, des fatigues et de l'abandon. Donc c'est vrai que par recommandation, je suis tout de suite venu chez Cyclopyro pour faire une étude posturale qui consiste à mesurer l'ensemble des parties de notre corps pour adapter le vélo à la morphologie de notre corps. Aujourd'hui, ce passionné du dépassement de soi se dit prêt pour son incroyable défi,
Longer la Moselle de bout en bout d'une seule traite, soit 600 km et près de 35 heures d'effort. Un exploit pour lui, mais surtout pour les autres. D'une part pour me prouver à moi-même que c'est faisable, et j'en suis très surpris de voir qu'on peut toujours repousser ses limites. Et d'une autre part de montrer un peu l'exemple, que quelle que soit la passion qu'on a en nous, il faut vraiment y aller, il faut vraiment pousser ses limites, au-delà de ses limites, parce que le chemin il est beau. C'est pas l'objectif qui est beau, c'est vraiment tout le chemin qu'on va parcourir pour y arriver. Et en fait c'est possible, quelle que soit la passion qui nous anime, je suis convaincu qu'on est capable d'y arriver. Il faut juste se donner les moyens et croire beaucoup en soi. C'est important. Passons maintenant à l'invité de la semaine. Cette semaine, je reçois Pascal Schuller, le directeur du meeting international de Forbach. Je lui ai posé des questions sur cette 30e édition de ce meeting qui se tient ce week-end à Forbach. On découvre ça tout de suite. J'accueille maintenant sur le plateau de Moselle Sport Pascal Schuller. Bonjour Pascal. Bonjour Baptiste. Alors tu es le président de l'US Forbach Athlétisme et le directeur du meeting international de Forbach. Alors après 2 ans d'annulation due au Covid, le meeting fait enfin son grand retour ce dimanche 29 mai au stade du Schlossberg. Alors j'imagine que pour toi et pour toutes les équipes, c'est un grand soulagement. Ben oui, on est bien content de reprendre après 2 années d'interruption et on espère que ça va être une belle fête. Comment est-ce qu'on est arrivé à organiser ce meeting avec, on le sait, avec la perte de motivation, la perte de licenciés et peut-être des sponsors qui décident de mettre moins d'argent pour soutenir ce meeting? C'est sûr qu'après 2019, où c'était une belle réussite, 2020, on n'a pas pu l'organiser puisqu'on était en confinement. 2021, on aurait pu, mais on aurait dû le faire à huis clos. Et ça ne nous intéressait pas trop parce que c'est quand même une grande fête sur l'athlétisme, pour l'athlétisme forbachois et pour la population. On sait que c'est toujours une grande fête. Tout à fait. Et nous, on a toujours beaucoup de monde. Et puis faire à huis clos, ça n'avait pas de sens. Et donc c'est dur de repartir, c'est sûr. Mais bon, on relance la machine et puis on espère que... Et les partenaires ont joué le jeu. Alors, c'est sûr que certains partenaires ont quelques soucis. C'est un peu moins bien qu'avant, mais la plupart des partenaires nous ont répondu présent et ils continuent à nous aider. C'est la 30e édition de ce magnifique meeting. Comment on explique cette longévité dans le temps et surtout, après 2 ans de Covid, comment est-ce qu'on est arrivé à relancer ce meeting ? Donc le meeting, effectivement, il a déjà plus de 40 ans. Et on est à la 30e édition. On l'avait un peu arrêté dans les années 90. On a repris depuis 2000. On a profité de l'an 2000 pour le reprendre. Et depuis ce temps-là, il ne s'est jamais arrêté. Et c'est le mémorial Michel Decker. Donc c'est une compétition, une des plus anciennes de France. C'est la 2e compétition la plus ancienne de France. Après Montgeron, oui. Parlons maintenant de la start list. Il y aura des jolis noms. Notamment la pépite locale Marie-Ange Rimlinger, qui était blessée. Est-ce qu'elle sera partante sur le 100 mètres ce dimanche ? On l'espère. Elle était, en fait, c'est vraiment une fille qui est parmi les meilleures françaises et qui pourrait très bien intégrer le relais 4x100 qui ira au championnat du monde à Eugene ou au championnat d'Europe à Munich. Elle fait partie des meilleures françaises et elle s'est blessée il y a une dizaine de jours à l'INSEP, puisqu'elle s'entraîne à l'INSEP. Elle n'a pas pu faire les interclubs ce week-end et elle espère vraiment être là. Elle a vraiment envie de courir à Forbach, ça c'est clair. Et elle va faire un test d'ailleurs aujourd'hui. Et puis elle est optimiste, elle pense qu'elle sera en état de courir. Et évidemment, si elle court, elle cherchera à faire une performance comme tous les autres athlètes, puisque tout le monde recherche déjà les minima pour aller au championnat de France et après, ou des minima pour aller au championnat d'Europe ou au championnat du monde, comme ça se fait chaque année. On le sait, la discipline phare de ce meeting, c'est le lancer de marteau. Il y aura des gros noms qui sont annoncés. Le Polonais Wojciech Nowicki, qui est champion olympique du lancer de marteau. Il y aura aussi le Français Quentin Bigot, ainsi que la Française Alexandra Ternier. Comment on explique le fait que tous les athlètes mondiaux, français aussi, viennent à ce meeting de Forbach ? D'abord parce que c'est un meeting très familial, bien organisé. Je pense que les athlètes aiment bien venir à Forbach parce qu'en termes d'organisation, c'est plutôt sympa et ils sont bien accueillis. Et puis, c'est un meeting qui a une âme. Après, au marteau, comme c'est le mémorial Michel Decker, qui était un ancien lanceur de marteau
Forbach, je crois, qui est malheureusement décédé suite à un assassinat, et qui aurait sans doute fait les Jeux Olympiques en 1984 à Los Angeles. Le marteau, on a le devoir de faire toujours un très beau concours de marteau à Forbach. C'est une institution. Et tous les lanceurs de marteau aiment venir à Forbach. Et chaque année, c'est le plus haut niveau mondial. Juste une petite anecdote, en 2019, le podium de Forbach était le podium des championnats du monde 3 mois plus tard à Doha. Donc ça prouve bien que c'est vraiment c'était le meilleur concours de marteau qu'il y a eu dans le monde en dehors des championnats du monde de Doha. Et là, il y aura effectivement Novicki qui est champion olympique, mais il y aura Quentin Bigot. Ça sera un concours avec les meilleurs Français et les meilleurs mondiaux, et ce sera un concours entre 75 et 82 mètres. Et justement, chez les filles, c'est pareil. Donc il y a Alexandra Tavernier, mais il y a également Koprun qui était 3e aux Jeux Olympiques à Tokyo, juste devant Alexandra Tavernier. Donc voilà, donc il y aura une belle bataille et peut-être une Oui, belle tout à revanche fait. à suivre. Et on le sait aussi, c'est le premier meeting de la saison estivale. Donc c'est pour ça qu'aussi que les athlètes qui sortent des meetings en salle arrivent ici à Forbach pour le premier meeting à l'extérieur. C'est un des premiers meetings sur la scène internationale. Le gros problème, c'est que maintenant les championnats du monde ont été avancés grosso modo de 15 jours. Ils ont lieu à Eugene aux États-Unis. Et généralement, les championnats du monde d'athlétisme ont lieu fin juillet, début août. Et là, c'est le 15 juillet. Donc, il y a beaucoup de meetings qui ont été avancés dans le programme international. Et donc, on est quand même en concurrence avec d'autres meetings. Et comment on arrive à sortir son épingle du jeu face à des meetings peut-être un peu plus prestigieux? Oui, mais après, bon, ça, Forbach, on revient toujours un peu à l'organisation. Et en même temps, on est quand même très connu sur la scène internationale. Après, le Covid nous a fait un peu de mal. C'est un peu plus compliqué cette année que les autres années, parce que pendant 2 ans, on n'était pas sur la scène, comme beaucoup d'autres meetings. Mais on va redémarrer. Et puis, de toute façon, il faut que ça se passe bien en 2022. Puis en 2023... Parce qu'il y a les Jeux Olympiques en 2024. Ouais. On va en parler de ça, de ces préparations pour 2024. On sait que le stade du Schlossberg est un centre de préparation pour les Jeux Olympiques. Donc j'imagine que bien organisé, attirer des beaux noms ici au meeting, c'est important pour attirer ensuite, lors des Jeux de 2024, des délégations étrangères à Forbach. Ben justement, nous, Forbach a été désigné comme centre de préparation olympique pour l'athlétisme. Et il est évident que le meeting est une vitrine pour retenir les différents, pour que les délégations puissent s'y intéresser. Donc on verra bien, mais on mettra tout en œuvre pour que ce soit bien et que s'il y a des délégations qui viendront en 2024, qu'elles soient bien reçues, dans les bonnes conditions. Et on le sait qu'il faudra réaliser quelques travaux pour que le stade du Schlossberg soit un des meilleurs stades pour accueillir ces délégations étrangères. C'est une évidence. Il faut absolument qu'on ait une salle de musculation qu'on n'a pas pour l'instant, une salle de convivialité. Ça serait vraiment bien. Ça nous manque un peu. Mais en dehors de ça, c'est un écrin de verdure qui est magnifique, le stade du Schlossberg. Et généralement, les athlètes, quand ils y viennent, ils se sentent bien. C'est vraiment un très, très beau stade, qui est vraiment fait pour un spectacle comme le meeting de Forbach. Est-ce que des records du stade peuvent-ils tomber ce dimanche? Je pense qu'il y a des records qui peuvent tomber, notamment au marteau masculin. C'est quand même un très, très gros record, mais qui date maintenant quasiment de 40 ans. Qui est de 80 mètres 40, je crois. Je pense que Novicki, voire Bigot, qui est capable de faire plus de 80 mètres. Je pense qu'au 400 mètres haies, on a un très très beau plateau d'athlètes sur le 400 mètres haies, avec pas mal de coureurs entre 48 et 50 secondes. Le record est à 50,01. À mon avis, il va tomber. Dans l'une ou l'autre épreuve, oui, c'est possible. Okay. On a un coureur de 100 mètres qui a fait 9,98 l'an dernier. Le record est détenu par Christophe Lemaitre à 10,03. Pourquoi pas, c'est possible. Si le vent est favorable, si les conditions sont bonnes. Je pense qu'il y a des records du stade qui pourraient tomber. Donc il y aura du beau spectacle à suivre ce dimanche à partir de 13h30 au stade du Schlossberg. Merci Pascal d'être venu dans Moselle Sport. Merci Baptiste de m'avoir invité.
L'émission touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à toi Mathieu d'être venu sur le plateau de Moselle Sport. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, bye bye.